Bon, merci à tous d'être encore là pour le dernier talk. Donc moi, je vais vous parler d'un sujet qui me passionne, c'est la santé et la data. Je l'espère que ça n'arrivera à personne, mais pourtant ça peut vous arriver, n'importe qui, n'importe quand, de se retrouver à l'hôpital. Moi, la dernière fois que j'y suis allée, c'était en mai dernier pour ma fille. Ça faisait 2 semaines déjà, de la fièvre, tout, elle n'était pas très bien, on était assez inquiets, et donc elle s'est retrouvée à l'hôpital parce qu'en fait sa saturation en oxygène était trop basse. Donc là, elle est prise en charge immédiatement, mise sous oxygène, envoyée dans le service de pneumologie. Les médecins sur place, ils établissent le diagnostic. Qu'est-ce que c'est? Une pneumopathie à mycoplasme. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Vous voyez le Covid, ça c'est connu, un petit virus qui atteint les gens un peu différemment. Et là c'est la même chose, sauf que c'est une bactérie. Et donc pour la traiter, c'est quelques jours d'antibiothérapie, et donc après ça allait mieux. Ouf, moi je peux respirer. Et elle aussi, elle allait mieux. Et en sortant, le jour de la sortie, là on me propose de l'inclure dans un programme de recherche. Et je trouve ça vraiment super intéressant parce qu'en vrai, c'est mon job. Donc là, j'étais en train de me retrouver de l'autre côté du miroir, à aussi pouvoir découvrir le côté patient dans la partie la data dans la santé. Donc moi, je suis montée de marteau, ça fait plus de 20 ans que je suis dans les medtech. Et je travaille, je suis VP Product Manager chez BC Platform. Je voudrais me servir de cet exemple de la pneumopathie à mycoplasme pour vous expliquer comment on fait pour travailler sur la data dans la santé. Parce que vous allez voir, c'est encore assez compliqué et vraiment, il y a besoin de la tech dans la santé, vous allez comprendre pourquoi. Au départ, donc ok, pneumopathie à mycoplasme, mais pourquoi est-ce qu'il y a un projet de recherche là-dessus? On peut aller regarder, la Haute Autorité de Santé, elle a publié un article en décembre 2023 qui dit qu'il y a une hausse inhabituelle des infections respiratoires chez les enfants et les jeunes adultes. Donc ici, en fait, pour comprendre cette hausse, il nous faut des données. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec la donnée de santé? Il y a quand même un cadre légal. Et la base, c'est le RGPD. Donc le RGPD, c'est ce qui protège toutes les données personnelles des citoyens européens. Dans les données personnelles, il y a des données sensibles, et parmi les données sensibles, il y a des données de santé. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Le RGPD, il dit rien, il nous protège. Donc ça, c'est bien, sauf pour quelques exceptions. Et donc, une exception, celle qui m'intéresse, quand on va aller voir dans le RGPD, c'est l'utilisation à des fins de recherche scientifique. Et donc dans les textes, c'est écrit qu'on peut s'en servir pour le développement, la démonstration de technologie, la recherche fondamentale, la recherche appliquée et la recherche financée par le secteur privé. Donc voilà, il y a le RGPD qui dit qu'on a le droit de le faire. Comment on s'y prend après en pratique? En France, on a quelque chose qui s'appelle la MR004. C'est donc une méthodologie de recherche qui permet aux organismes de recherche de se déclarer auprès de la CNIL pour dire qu'ils veulent utiliser des données de santé. Et donc la CNIL va donner son accord et à partir de là, l'organisme va pouvoir faire autant de projets qu'il le souhaite, bien sûr en s'engageant à respecter les règles du jeu qui sont globalement ne pas récolter plus de données que ce qui est nécessaire pour un projet et sur la durée du projet. Et la CNIL peut venir vérifier à n'importe quel moment si c'est bien appliqué. Il faut aussi respecter le droit des patients et pour ça je vous propose d'aller voir ce qu'on m'a donné comme document à l'hôpital. La première chose, c'est qu'il faut informer les patients de la finalité de la recherche. Tout à fait ce qu'on retrouve, moi ici, il y a une page entière. Les données doivent être pseudonymisées pour garantir l'anonymat des patients. Donc c'est ce qu'on retrouve ici aussi. Évidemment, il faut s'assurer de la sécurité dans tous les projets. Et aussi, il n'y a pas besoin de consentement dans la recherche scientifique, mais il y a un droit à l'opposition. Et on le voit très bien à la façon dont c'est rédigé dans ce document. Donc, à compléter et renvoyer au médecin qui vous a présenté l'étude uniquement si vous souhaitez manifester votre opposition. C'est-à-dire que de base, quand on vous propose de vous inclure dans un projet de recherche,
On vous informe, et puis après, si vous ne vous y opposez pas, automatiquement, c'est le consentement. Donc voilà pour le cadre légal. Et donc après, comment on démarre? On démarre avec la liste des données qu'on aimerait pouvoir analyser. Ici, dans mon cas, ça va être la date de naissance, le sexe, la date de visite aux urgences, etc. Comment on fait pour les récupérer, ces données? Alors vous imaginez bien, si on prend juste une petite donnée, là, si j'ai juste les résultats d'analyse de sang ou juste l'imagerie, on ne va pas pouvoir faire des interprétations très intéressantes. Donc il faut que ce soit vraiment un jeu de données qui soit assez complet, et on va aller chercher sur plusieurs formats de données qui ont aussi quelques particularités au niveau de la santé, c'est ce que je voudrais vous détailler. Donc par exemple, prenons le format date. Ok, on va les récupérer à date de naissance, à date de visite, c'est facile, pas de souci. Sauf qu'en fait, cumuler tout ça, en fait, c'est identifiant. Donc, on ne peut pas les récupérer tels quels. Et là, ce qu'il va falloir faire, ça va être faire des décalages aléatoires, mais intelligents, pour respecter la cohérence des événements. On va avoir besoin de récupérer, par exemple, les facteurs de risque. C'est une liste. Bon, ça, il y a une classification internationale des maladies qui nous liste tous les facteurs de risque. Il faut savoir ce que le médecin a coché. Facile. Pas tant que ça, parce qu'en fait, des nomenclatures, il en existe plein. Il n'y a pas que celle-là. Et donc, en fait, il va falloir faire des correspondances entre les différentes nomenclatures pour réussir à avoir des jeux de données cohérents. Le numérique, un résultat d'analyse de sang. On se retrouve avec un nombre, donc c'est quoi? Un entier, un décimal, censé être facile. La difficulté, là, c'est les unités. Mais je vous le promets, j'ai des preuves. Il y a, par exemple, dans le Ségur du numérique de la santé, on vient, cette année, en 2024, de faire une nouvelle vague parce qu'il faut encore harmoniser les différents référentiels de mesure d'unité. Donc c'est encore une difficulté au jour d'aujourd'hui. Le format des images, on a besoin aussi, surtout là, il y a des radios qui existent, de voir comment la maladie évolue. Et donc ce format des images, ça va être un format qui va être spécifique, avec des serveurs spécifiques, des formats d'images spécifiques et des formats d'échange qui sont spécifiques. Et en plus, avec des volumes de données qui peuvent être très importants. Si on va du côté de la génomique, un patient, c'est 1 téra de données. Donc, on va très vite grimper quand même. Voilà. La petite photo, elle n'est pas prise au hasard. Donc, ici, ce qu'il y a à voir, c'est en bas des poumons. En fait, là, il y a un épaississement au niveau du bas des poumons et c'est typique de la pneumopathie à mycoplasme. Et enfin, il y a aussi des formats de données non structurés. L'exemple que je vous prends, ça va être l'évolution de la maladie. Où est-ce qu'on retrouve cette information-là? Dans le compte-rendu. Et donc, dans le compte-rendu, ici, ce qu'on voit, ça va être sur le plan respiratoire, oxygénothérapie jusqu'au 21,5 matin, antibiothérapie par Zeclarsol 2 en PCR mycoplasme positive, évolution favorable rapidement. Donc là, en fait, on a du texte libre. Oui, on peut l'exploiter, mais c'est pas si simple. Des solutions techniques, on en a, évidemment. On peut faire de l'intelligence artificielle, on peut faire du NLP, on peut faire pas mal de choses, mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est ce qui se passe vraiment sur le terrain. Plus d'une fois sur deux, c'est qu'il y a quelqu'un qui va aller lire le compte-rendu, rechercher l'information et la saisir dans un formulaire de recherche. C'est du travail manuel. Donc avant de vous parler de l'utilisation de ces données, juste pour conclure sur la partie collecte, on parle là de données sensibles auxquelles il faut les prendre au sérieux, de données qui sont réparties un peu partout dans l'hôpital avec des logiciels qui sont divers, des bases de données diverses, des données qui sont en vrac, on a du texte libre, on a de la transcription de dictée vocale et des dictionnaires de données différents, donc certaines fois c'est un vrai casse-tête. Et puis derrière tout ça, c'est qu'en fait la priorité, c'est pas tout ça, la priorité c'est de soigner les patients. Donc d'abord le soin et après on se débrouille comme on peut pour avoir de la donnée. Mais pour autant, on ne reste pas là, les bras croisés. Il y a plein de choses qui sont en train d'avancer au niveau de la santé et il y a de transformations qui sont en cours qui sont vraiment extraordinaires. Première chose, dans ce qu'on peut faire avec ces données, quelque chose qui n'a pas besoin d'être transformé parce que là, la médecine, elle maîtrise déjà depuis de très nombreuses années, c'est les statistiques. Ici, par exemple, pour cette fameuse pneumopathie à mycoplasme, ce qui a été démontré, c'est qu'il y a des pics tous les 3 à 7 ans. Le dernier daté de 2019 et le nouveau pic, le 2023-2024, il semble dû en fait à la dette immunitaire post-Covid.
Après, voilà, dans les chantiers qui sont en cours, il y a quelque chose qui s'appelle l'espace européen des données de santé, parce que là, en Europe, on est vraiment conscient qu'on a besoin de données pour faire avancer la recherche, et donc il faut que cette donnée soit accessible. Et donc l'Europe a sorti un texte cette année, une réglementation, en avril 2024, sur justement mettre en place cet environnement. Donc comment ça va marcher? C'est très simple. Il y a des gens qui ont besoin de données, on les appelle les Health Data Users, ça va être des chercheurs, des entreprises pharmaceutiques. Ils vont proposer des projets à un organisme européen qui est le Health Data Access Body, qui lui va les examiner et donner un feu vert. Et quand c'est bon, et dans ces cas-là, ils vont demander aux établissements de soins, qu'on appelle les Health Data Holders, de fournir de la donnée. Et la différence par rapport à ce qui existe aujourd'hui, c'est que c'est obligatoire en fait. Ça fait maintenant de la réglementation de dire que les hôpitaux doivent fournir de la donnée pour la recherche. Et tout ça dans un environnement sécurisé. Alors évidemment, il y a quand même quelques défis. Les hôpitaux, ils sont quand même moyennement prêts à être efficaces à fournir de la donnée. L'espace sécurisé, ça avance, il y a des entreprises qui en proposent, etc. Mais il faut quand même faire attention à toutes les réglementations nationales qui ne sont pas les mêmes en Europe. Et puis après, il y a aussi tout ce qui est la valorisation de la donnée. Alors en Europe, on n'a pas le droit de vendre son rein, on n'a pas le droit de vendre ces données, mais quand même, aller faire des traitements de la donnée, par exemple les cohérences dans les dictionnaires, etc., c'est du temps à passer. Donc il y a quand même cette valorisation qui est nécessaire à estimer. Et juste pour que vous puissiez vous rendre compte, je ne sais pas, récupérer une radio, c'est environ 10 €, et récupérer les données d'un patient qui est atteint d'une maladie rare, ça peut valoir jusqu'à 1 000 €. Donc voilà, il va falloir aussi se mettre d'accord sur cette valorisation. Enfin, quelque chose aussi qui est extra aussi, qui est en train de se développer, c'est les autorisations de mise sur le marché pour les médicaments. Avant, on faisait un groupe de contrôle, qui avait soit l'ancien médicament ou un placebo, et un groupe avec le nouveau médicament. Ce groupe de contrôle, c'est ce qu'on appelle un bras de contrôle. Et bien là, maintenant, en fait, si on a de la donnée et qu'on réfléchit, on n'a pas besoin de faire ce groupe de contrôle. Les données existent déjà. Il suffit juste d'aller rechercher les patients proches du groupe qui nous intéresse pour aller faire ces bras de contrôle. Et donc ça, c'est ce qui est en cours et ça commence à se mettre en place. Et enfin, évidemment, il y a tout ce qui concerne l'IA. Il y a tellement de choses que j'aurais pu en parler pendant 1 heure. Donc juste pour faire un peu rêver sur ce qui se passe en ce moment. Par exemple, la surveillance grâce à une oreille augmentée. Donc qu'est-ce que c'est que ça? C'est une start-up, OSA AI, qui a développé un outil qui permet de détecter quand les résidents en EHPAD ont besoin de l'intervention d'un aide-soignant, juste grâce au son qu'il y a dans la pièce. Il va y avoir l'Institut Curie qui a développé un algorithme qui permet d'aider à la détection, au diagnostic du cancer du sein. Il va y avoir Diabel Loop qui a sorti aussi un algorithme qui permet d'adapter le taux d'insuline pour les diabétiques automatiquement. Et enfin, par exemple, encore quelque chose de complètement différent, c'est Visuel Patient qui crée un jumeau numérique des poumons pour que les chirurgiens puissent préparer leurs opérations. Donc il y a vraiment des trucs extraordinaires. C'est un vrai complément à toutes les compétences des médecins. Évidemment, pour ça, il faut quand même de la donnée. Il faut de la donnée de qualité et qui soit exhaustive pour éviter tous les biais et que ce soit représentatif de l'ensemble des patients. Et je voudrais aussi vous faire remarquer une petite chose, c'est tout ce qu'on appelle les petites mains de la labellisation. Parce qu'en fait, un algorithme qui détecte le cancer du sein, c'est bien beau, mais derrière, ça veut dire qu'il y a eu des spécialistes qui ont regardé les images et qui ont fait « ça c'est suspect, ça c'est normal », pour que l'IA puisse apprendre. Pareil avec l'oreille augmentée, ça veut dire qu'il y a eu des heures et des heures d'enregistrement qui ont été écoutées pour que quelqu'un dise « ça c'est une personne qui respire, c'est la télé, c'est une chute, etc. » Donc vraiment, il y a un travail qui est énorme et qui est vraiment invisible derrière, et c'est du travail encore manuel. Donc pour terminer, pour conclure, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a un cadre juridique qui est favorable. On a le droit, si on respecte la loi évidemment, d'aller travailler sur des données de santé. Il y a des perspectives qui sont incroyables, mais on est encore un peu à l'âge de pierre pour la collecte, même si on a fait des choses très belles à l'âge de pierre. Un dernier chiffre, pour terminer là-dessus, c'est qu'il y a encore 85% des données qui ne sont pas analysées pour les patients atteints de cancer. Donc ça veut dire qu'on vraiment on peut faire mieux, on doit faire mieux. Et là on est une salle remplie de gens de la tech. Donc ça veut dire plein de compétences, plein de solutions. Et là la santé elle a vraiment besoin de vous pour venir sur des projets tels que ceux-là.
et surtout qu'en plus la santé elle est en pleine transformation, comme j'ai pu vous montrer, et c'est le moment de venir participer. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous.